C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Parlons tout de suite diplomatie pour commencer cette actualité. Le pape Bora Siedna Ali Kadar Moufadal Saïfoudine est actuellement en visite à Madagascar et a été reçu par le président de la République ce matin au palais Diavelou. Le pape Bora a transmis un message de solidarité et le président de la République a affirmé que le peuple malagasy est pour la paix et l'unité. Judika El-Rangenerin, Natera Koutmaaf et Nzaranjansu. Le pape Bora est arrivé à Yavlou ce matin et a rencontré le président de la République Andradzuelen. Le chef spirituel des croyants Daoudi Bora et le pape Siedna Ali Kadar Moufadal Saïfoudine. Il est arrivé à Antananarive le 18 mai et a déjà visité plusieurs endroits comme Madzang et Tuamasin. Au cours d'un dialogue amical, le pape Siedna Ali Kadar Moufadal Saïfoudine a exprimé son admiration pour la beauté de Madagascar. Madagascar est un pays qui peut avancer, a-t-il annoncé. Grâce aux efforts de son peuple, il a également lancé un message d'unité et de paix. D'autre part, le peuple malagasy est un peuple de paix et de fraternité, a déclaré le président de la République. Il n'y a pas de discrimination religieuse, a-t-il poursuivi. La rencontre à Yavlou s'est terminée par un échange de souvenirs. Le pape Siedna Ali Kadar Moufadal Saïfoudine, qui visite actuellement des croyants à Madagascar, est le 53e pape des croyants Bora. Toujours dans ce contexte, l'Arabie Saoudite mettra prochainement en place une ambassade à Madagascar. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le conseiller à la Cour royale saoudienne lors d'une rencontre avec le ministre de la Défense qui représente le ministre des Affaires étrangères. L'Arabie Saoudite est également prête à accueillir l'exposition universelle 2030 et Madagascar lui apporte son soutien. Détails sur les images de Yves Janel. Renforcer la coopération entre Madagascar et l'Arabie Saoudite, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, cela a été confirmé aujourd'hui par le conseiller à la Cour royale saoudienne lors d'une rencontre avec le ministre de la Défense représentant le ministre des Affaires étrangères. Il a également rencontré le président de la République Andradzuelen hier soir pour discuter de cette coopération. Par ailleurs, une ambassade saoudienne à Madagascar sera prochainement mise en place, selon le conseiller. Concernant l'exposition universelle qui se tiendra en 2030, Madagascar a décidé d'apporter son vote à l'Arabie Saoudite. Cette exposition est conçue pour réunir différents acteurs du monde entier. Au total, 5 villes, notamment Rome, Moscou, Busan, Corée du Sud, Odessa, Ukraine et Riyad, Arabie Saoudite, ont soumis leur dossier de candidature attestant de leur volonté d'accueillir cette exposition universelle. Et on enchaîne avec les actualités sociales. En tant que marraine du 50e anniversaire de l'association Les Orchidées Blanches, la première dame et non moins présidente de l'association FITI a contribué à l'opération Brioche et Chocolat organisée par cette association. Ainsi, les membres de l'association FITI, représentant sa présidente Madame Mialradzuelen, ont distribué des brioches et des biscuits au centre s'occupant des orphelins ou des enfants issus de familles défavorisées de la capitale. Nyarvulat Sferen et Andra Zajabe pour plus de détails. L'école des sœurs chrétiennes Bethany à Ankassen, le foyer Bon Pasteur Antsavasavaitaus, le foyer Avuk Faravouich et le centre Cœur Immaculé de Marie de Diego Suarez Malazanduranfutsi ont été choisis par l'association FITI pour sa contribution à l'opération Brioche et Chocolat organisée par l'association Les Orchidées Blanches dans le cadre de son 50e anniversaire. Environ 1000 enfants en étaient bénéficiaires. En tant que marraine de cette célébration, la présidente de l'association FITI, Madame Mialradzuelen, a participé à cette opération Brioche et Chocolat à travers les membres de l'association FITI. Événement simple mais si important car il s'agit d'un partage d'amour pour la communauté. Les responsables de ces 4 centres ont ainsi exprimé leur gratitude à l'endroit de la Première Dame et à l'association FITI.
Ces 4 centres collaborent activement avec l'association FITI et ont déjà été visités par la Première Dame. C'est pourquoi l'association FITI ne les a pas oubliés dans cette opération brioche. Environ 18 000 brioches et 5 000 chocolats ont été vendus pendant les 3 jours de cette opération brioche et chocolat. L'objectif du centre Les Orchidées Blanches a été atteint selon la coordinatrice. Tous les profits de l'opération sont destinés au fonctionnement du centre. Fadjessena Mireille, Yves Janel. Depuis le lundi 23 mai, l'association Les Orchidées Blanches a organisé l'opération brioche et chocolat. Cette opération, qui entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du centre, s'est terminée aujourd'hui et au total, plus de 17 000 brioches et 5 000 chocolats ont été vendus durant ces 3 jours. Selon les explications de Anjianar Vunfaralalau, coordonnatrice du centre, tous les profits seront destinés au fonctionnement du centre. Mis à part l'opération brioche et chocolat, les responsables continueront leur sensibilisation sur l'inclusion des personnes handicapées mentales au sein de la société. Ainsi, une manifestation sportive avec les écoles publiques et privées se tiendra prochainement. Et environnement, 44 000 hectares de terrain ont été couverts d'arbres à Madagascar au cours des 4 derniers mois, soit 50% de l'objectif annuel fixé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les travaux se poursuivent afin de réaliser l'engagement du président de la République envers la population, qui est de restaurer la couverture forestière de Madagascar. La ministre de tutelle a renforcé la coopération avec tous les acteurs et parties prenantes locaux. Toutefois, il n'y a pas que les reboisements, mais aussi la plantation de mangroves. Indienne à Martina. Chaque année, l'objectif du ministère de l'Environnement et du Développement durable est d'effectuer un reboisement sur 80 000 hectares. Depuis le début de la campagne de reboisement, c'est-à-dire il y a 4 mois, 44 000 hectares ont été couverts d'arbres. 32 000 hectares, soit 72% des plantations sur terrain, et les 28%, soit 12 000 hectares, sont des plantations de mangroves. Résultat obtenu grâce à la participation de tous les citoyens et des partenaires, selon les explications de la ministre Vina-Marie Orléa lors de sa descente dans la région de Diana. La plantation de 650 000 plantes dans les mangroves sur une superficie de 35 hectares a été réalisée à Mboul-Bouzguel avec la participation des populations locales, du gouvernorat de la région de Diana et du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Fait divers, un homme âgé de 65 ans, gérant d'un cache-point, a succombé suite à des tirs de 3 braqueurs. Il avait en sa possession 10 millions d'ariari. Cela s'est passé hier au 67 hectares nord. Les détails avec Félène Ragoutouarsou et Djeran Djamaou. 3 coups de feu, un homme fuyant dans une ruelle, c'est ce qui a marqué ce jeune homme au moment de l'attaque qui a tué un père de famille âgé de 65 ans, responsable d'un cache-point au 67 hectares hier soir vers 18h30. Il avait avec lui 10 millions d'ariari. L'insécurité règne ici, mais ce qui s'est passé hier était terrifiant pour lui. En effet, depuis quelque temps, les habitants ne dorment plus sur leurs 2 oreilles. Toujours selon les habitants, ce père de famille était la cible des braqueurs, et cela date déjà de 4 mois. Par ailleurs, les habitants demandent l'installation des lampadaires dans la zone des 67 hectares pour protéger les noctambules. Côté sport, les finales de la Ligue des champions à Timoujan, tournoi organisé par le député IRD Anjrativaïn, débuteront ce week-end les 28 et 29 mai. Radoura Manazatouf, c'est Janasi. 32 équipes, dont 16 équipes en zone A et 16 équipes en zone B, affronteront les quarts de finale du tournoi de la Ligue des champions à partir de cette fin de semaine. Ces équipes ont été connues ce jour. Les 2 premières équipes de chaque groupe participeront au quart de finale. Selon le député Anjrativaïn, l'organisateur de la compétition, chaque équipe a un bon niveau. Une réunion s'est tenue ce jour au stade Barea avant le match de qualification.
Pour rappel, le vainqueur gagnera 10 millions d'ariars du président de la République Andrzej et remis par le ministre de la Jeunesse et du Sport le 9 avril dernier. Au total, 78 équipes ont participé au tournoi de la Ligue des Champions à Tsimjanu. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Une fusillade dans une école du Texas qui a fait 21 morts mardi en sus du tireur a replongé les États-Unis dans un cauchemar chronique. Joe Biden exhortant à un sursaut pour réguler les armes à feu. France 24. À l'extérieur de l'école primaire d'Uvalde, plusieurs dizaines de parents désespérés attendent depuis des heures. Leurs enfants étaient à l'intérieur au moment de la fusillade. Certains tentent d'arracher des informations à la police, sans succès. Cet homme craint le pire pour sa fille de 10 ans. On ne peut rien savoir du tout, est-ce qu'ils vont bien ou pas? Nous attendons toujours. Aucune information n'a été communiquée aux parents ici. Le tireur présumé a été tué par la police. Il s'appelait Salvador Ramos et avait 18 ans. Il portait au moins un fusil et une tenue militaire. Avant de se rendre à l'école, il aurait d'abord visé sa propre grand-mère. L'homme qui a fait ça, il allait au lycée ici. C'était un lycéen du coin. Il y était scolarisé. Et sa grand-mère, je la connais, celle qui l'a abattue. Elle avait 66 ans, c'était sa grand-mère. Cette tuerie bat un triste record. Elle est la fusillade la plus meurtrière de l'histoire dans une école du Texas. Rapidement, Joe Biden a pris la parole. Il exhorte à se battre contre ce fléau national. Pour l'amour de Dieu, où est notre courage pour agir et tenir tête au lobby des armes à feu? Il faut transformer la douleur en action pour chaque parent, chaque citoyen de ce pays. Faute de législation nationale aux États-Unis, le contrôle des armes est aujourd'hui du ressort des collectivités locales. Les fusillades dans les lieux publics sont quasiment quotidiennes et la criminalité par arme à feu est en augmentation dans les grandes villes. En Hongrie, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a instauré un second état d'urgence, cette fois pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, alors que le premier, lié à la pandémie de Covid-19, devait expirer mardi prochain. France 24. L'actuel état d'urgence en Hongrie, mis en place pour faire face à la pandémie de Covid, devait expirer mardi prochain. Mais une semaine avant l'échéance, le Premier ministre Viktor Orbán vient de faire voter un nouvel état d'urgence, cette fois en raison de la guerre en Ukraine qui a fait monter l'inflation à 9,5% dans le pays. Nous voyons que la guerre et les sanctions de Bruxelles contre la Russie ont provoqué un bouleversement économique massif et une hausse drastique des prix. Le monde est au bord d'une crise économique. La Hongrie doit rester en dehors de la guerre et protéger la sécurité financière des familles. Le parti populiste au pouvoir, le Fidesz, détient 2/3 des sièges du Parlement hongrois, tout juste réélu. Il n'a donc eu aucune difficulté à amender la Constitution pour permettre l'adoption de cette nouvelle loi d'état d'urgence. De quoi raviver les inquiétudes sur de possibles restrictions de liberté pour les ONG comme l'Union hongroise des libertés civiles. Combien de temps avant les premières restrictions de droits sous le nouvel état d'urgence? Viktor Orbán est au pouvoir en Hongrie depuis 12 ans et a gagné un nouveau scrutin en avril dernier. Et ses relations avec l'Union européenne n'ont fait que se refroidir, notamment ces dernières semaines autour de la question du boycott du pétrole russe voulu par Bruxelles. Un boycott refusé par la Hongrie, l'un des pays européens les plus dépendants au pétrole et au gaz russe. Pour terminer, l'armée russe tente coûte que coûte de resserrer son étau sur la région de Lugansk dans le Donbass-Est, où elle a intensifié son offensive dans l'objectif de tout détruire, selon le président Volodymyr Zelensky. France 24. Ce soldat ukrainien tente de se couvrir dans une tranchée. Autour de lui, des bombes détonnent sur la route qui mène à Donetsk. Il y a un peu plus d'un mois, les Russes ont intensifié leur offensive dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Objectif, conquérir les derniers territoires des régions de Luhansk et Donetsk, encore sous contrôle ukrainien. L'armée russe l'affirme, le conflit va bel et bien durer. Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'aide occidentale au régime de Kiev.
Les Russes occupent déjà la grande majorité du Donbass et concentrent désormais tous leurs efforts pour s'emparer de la dernière poche, ici en jaune. Severodonetsk est quasiment encerclé, bombardé jour et nuit. Le sort de cette ville rappelle-t-il celui de Mariupol, la cité portuaire pratiquement rasée par les Russes? Tout obstacle qui se trouve devant cette armée russe sera automatiquement balayé, bombardé, écrasé, rayé de la carte. Donc on voit que globalement les Mariupol et les Severodonetsk vont se multiplier tant qu'ils seront sur l'itinéraire ou sur l'axe de cette espèce de force brute qui veut atteindre son objectif. Selon les autorités ukrainiennes, 12 500 soldats russes seraient ainsi engagés dans cette attaque au cœur du Donbass. Mesdames et messieurs, c'était les essentiels de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.